Bonjour à tous. Dans quelques secondes, nous allons lancer l'épisode numéro 12. Cet épisode sera en deux parties. Une partie cette semaine, donc le 5 juillet 2020 à 10h, et la deuxième partie le 12 juillet 2020 à 10h. L'épisode était trop long pour que vous puissiez en profiter. J'ai préféré vous proposer deux parties. L'épisode numéro 12, c'est maintenant. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, messieurs. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Moi c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 12 du raisin et des papilles. Cette semaine, nous sommes dans un endroit assez formidable. J'ai devant moi un château. Quel est le château qui est... C'est l'Hortembourg. L'Hortembourg. J'avais un petit doute, mais ça va, j'ai bonne géographie. J'ai des vignes devant moi. Nous sommes cette semaine à Chervillers, et nous avons eu envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Parce qu'il faut savoir qu'à Chervillers, il y a... Forcément, c'est dans la route du vin, donc il y a des Vigneron. Mais il y a également un altruiste. C'est qui l'altruiste ? L'altruiste, c'est un brasseur, effectivement. Deux brasseurs, Julien et Benjamin, qui brassent et qui sont installés depuis le mois de janvier. Et on a trouvé que ce serait intéressant, effectivement, d'avoir ce regard de brasseur sur un vigneron et ce regard d'un vigneron sur le brasseur, puisque ce sont deux boissons qui se complètent et qui ne s'opposent pas. Du coup, cette semaine, nous avons décidé et nous avons eu envie, et moi, il y a longtemps que je voulais le faire ça, parce que je suis un amateur de bière, mais un amateur de vin. Bon, si on fait un podcast sur le vin nature et qu'on n'est pas amateur de vin nature, c'est qu'il y a un problème. C'est comme parler de foot et pas regarder, hein. C'est un peu pareil, quoi. C'est pour ça que j'en parle pas. Du coup, on se retrouve ici avec Jean Dietrich. Salut. Salut, bienvenue. Et avec Julien. Alors, je connais pas ton nom de famille. De l'école. De l'école ? Salut. Ça doit être dur côté des gamins de l'école, non ? Non, ça va. En tout cas, merci. Dans le Nord, ils sont plus sympas qu'en Alsace. Ils sont plus sympas avec les gamins dans le Nord. En Alsace, on est cruel. Ça dépend, il y en a qui sont même beaucoup trop sympas. C'est ça. Alors, l'idée... On en a aussi en Alsace. Parle-moi un petit peu de tes influences, d'où tu viens. Parle-moi de toi en tant que vigneron et puis ton domaine par la suite. Puis je te poserai la même question sur sur toi et ta brasserie. Comme disait Julien tout à l'heure, c'est moi, mais c'est pas comment. On est une grande équipe et on fait tous partie d'une même grande famille. Et les influences, elles sont aussi nombreuses qu'il y a de personnes qui gravitent autour de l'exploitation. Autant les gens qui travaillent avec nous qui travaillent chez nous que les gens qui travaillent avec nous. Tout le monde a quelque chose à apporter et c'est vraiment cette grande diversité qui fait aussi... qui permet cette dynamique aujourd'hui. D'un point de vue personnel, j'ai 33 ans, donc on a le même âge avec Julien. Ça nous fait quand même pas mal de parallèles, c'est rigolo. Et L'âge du Christ. J'ai des parents qui sont... Mon papa est vigneron, ma maman est infirmière anesthésiste. Et on était coopérateurs jusqu'en 2016 où on a eu l'occasion d'apprendre énormément de choses sur et les terroirs sur lesquels on travaille et les vins qu'ils pouvaient potentiellement donner, parce que nos vins étaient longtemps vinifiés complètement séparément et ça nous a quand même permis de nous projeter un peu autant en termes de volume qu'en termes de référence qu'on voulait un jour faire pour nous, et ça nous a aussi permis de nous dégager du temps, autant mon frère Pierre qui est aussi notre associé que moi, de pouvoir bourlinguer à droite à gauche et de prendre le bon et de savoir ce qu'on aimait moins aussi à travers nos expériences professionnelles. Et avant ça, j'ai fait un BTS à Roufac, viticulture œnologie, en formation continue. Et puis je me sentais assez... on peut jamais dire qu'on est assez formé, mais la formation était bonne, mais je me sentais surtout pas du tout assez mature pour pouvoir démarrer tout de suite une activité professionnelle. Donc je me suis dit que j'allais repartir pour 3 ans de cours. Donc j'étais en école d'ingénieur à Changin en Suisse. Et c'était vraiment génial parce que j'ai rencontré des gens formidables. C'était une formation qui était vraiment intéressante, qui à l'époque était un peu plus ouverte aux cultures alternatives que les cultures conventionnelles qu'on apprenait à l'école en France.
et sur un terroir qui était merveilleux, et puis un cadre géographique entre le lac et les vignes à flanc de ce lac et le Mont Blanc derrière. C'était vraiment superbe, et des gens que je vois encore plusieurs fois dans l'année, dont la semaine prochaine par exemple. Il y a un copain suisse qui vient, et puis ça nous permet d'entretenir dans toute l'Europe des relations stables et très très fraternelles, quoi. Surtout qu'en Suisse, ils commencent à faire du bon vent aussi. Ah bah, ils en faisaient toujours. Après, ils ont toujours autoconsommé. Ils sont encore plus chauvins que nous, il faut croire. Ils ont toujours réussi à se débrouiller pour écouler leur propre production. Quand on était à l'école, on avait appris un peu, on avait une partie économie et marketing, et on avait appris qu'à l'époque, la Suisse exportait un peu moins de 2% de son volume parce que tout était autoconsommé. Donc on avait très peu d'occasion de goûter les vins. Et tu as eu l'occasion de travailler avec des vignerons ou de faire tes classes, comme on dit, en Suisse? Oui, en plus, la formation pour faire la promotion de cette viticulture suisse, comme à l'époque où j'y étais, il y avait un tiers d'étudiants qui étaient étrangers, et les stages étaient obligatoirement réalisés en Suisse, sur le territoire de la Confédération. Et ce qui est absolument génial, au début je le voyais un peu comme une contrainte, parce que quand on parle de Vignopsis, ça a l'air tout petit et très redondant, alors que quand on prend le temps de le découvrir, on se rend compte que sur 15 000 hectares, sur la même surface que ce qu'on a en Alsace, on a des climats, des reliefs, vraiment une multitude de possibilités de vin. D'accord. Similaire, les sols c'est à peu près les mêmes? Justement, non, c'est très diversifié, et on peut autant faire plutôt des blancs dans un style germanique que des vins un peu plus doux, que des effervescents, que des rouges super costauds. Si on va au Tessin, c'est la partie italianophone de la Suisse. On a des merlots plutôt costauds. On a vraiment un panel gigantesque pour ces 15 000 petits hectares. Donc en 3 ans, ça suffit largement pas pour découvrir ce vignoble-là. Et puis et toute la multitude de mentalités aussi, de caractères des vignerons. Enfin, c'est un brassage juste gigantesque, et tout le monde est issu de cette école, parce que ceux qui sont allés aussi loin, ils viennent tous de cette école, parce que c'est la salle qui donne accès à une formation aussi scientifique dans la filière. Donc il y a ce point commun entre les vignerons, ce qui rend aussi les discussions beaucoup plus faciles et accessibles. Voilà. Okay. Et après, voyage, et au moment, on s'est dit c'est cool la COP, on a appris plein de choses et c'était génial. On a pu aussi développer le vignoble grâce à ce système-là, et puis mais c'est un peu frustrant de ne pas aller au bout de la démarche, et là on a construit, et voilà, aujourd'hui on est chez nous à la maison, c'est cool. Et du coup, toi, donc t'es ch'ti à la base, ou t'es du Nord, ch'ti, t'assumes ou... Ah oui, complètement. Donc t'es ch'ti à la base, et après, comment un ch'ti qui est quand même... Qui est tombé amoureux de l'Alsace, quoi. Un des pays de la bière, est tombé amoureux de l'Alsace, qui est pour moi le numéro 1 des pays de la bière, en vrai. Non, c'est 2 styles différents. Je compare pas les bières des Flandres et les bières alsaciennes. C'est vraiment 2 approches différentes que j'ai appris à découvrir tout au long de... Ça fait depuis 2010 que je suis en Alsace, et c'est vraiment au point de départ, je faisais un peu la gueule quand même, de me retrouver là à boire des pils tout le temps, et j'ai appris à découvrir vraiment les bières alsaciennes grâce aussi. 2010, c'était aussi le renouveau le renouveau de la bière artisanale. Donc moi j'ai fait mon stage de Master 2, ça a été un des points clés, le Master 2 au Québec, à Montréal, et c'était le renouveau de la brasserie artisanale là-bas, quoi. Donc j'ai découvert les nouveaux goûts sur les houblons américains. C'est vrai que les Alsaciens sont très influencés par le Québec. Il me semble que Erwin des Trois-Mâts je crois que Erwin avait aussi passé pas mal de temps au Québec là-bas, et avait bossé dans une brasserie là-bas. Mais dans le monde de la bière artisanale, les États-Unis et le Canada ont influencé le renouveau de la bière artisanale. Donc nous on a 10 ans de retard sur eux, 10 ans de retard entre guillemets, mais on prend exemple sur eux, donc on a été influencé par ça. Et en fait là-bas j'ai découvert que moi, étant amateur de bière, et avec mon savoir-faire, mes connaissances, je pouvais faire quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, et j'avais rencontré un Québécois qui m'avait invité à une soirée par hasard, et il m'a étendu une bière qu'il avait faite lui-même chez lui,
Donc une bière, ça je savais pas, il y avait juste pas d'étiquette sur la bière et je la bois super bonne, je me régale avec. et du coup je lui demande au cours de la soirée où est-ce qu'il avait eu sa bière. Il m'a dit je l'ai brassée chez moi à la maison. J'étais bluffé. Donc je lui ai demandé si un jour je pouvais voir comment il faisait, et le week-end d'après j'étais avec lui et toute sa famille le dimanche. Il me montrait comment brasser sa bière à la maison. Donc c'est vraiment de là où c'est parti. Donc, la première chose que j'ai fait quand je suis rentré de mon stage, au lieu de faire mes cours, j'ai acheté un kit de brassage maison et je me suis mis à brasser à la maison. Okay. Donc c'était vraiment la première rencontre, et la deuxième rencontre c'était avec Benjamin justement, où on s'est rencontrés dans une soirée où moi j'avais ramené mes bières maison, lui avait ramené ses bières maison. Et vous êtes devenus potes. Et on est devenus potes, on avait la même passion, quoi. Donc on a commencé à échanger nos bières, après nos recettes, et puis on a commencé à brasser ensemble. On a monté un système de 60 litres finis de bière qu'on avait dans le garage. Et puis donc là ça fait pendant 6 ans on a fait ça. Et puis moi parallèlement je faisais mes études, mon doctorat en biologie végétale, j'ai travaillé encore un peu après à l'université. Et puis on s'est dit allez, on se lance avec Benjamin pour monter la brasserie. Là, ça fait 6 mois, c'est ça? Et ça fait qu'on est sur le projet, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet, mais ça fait 6 mois que la brasserie est ouverte. Là, ça fait un an qu'on est dans les travaux, et 6 mois que la brasserie est vraiment opérationnelle, quoi. Et le domaine, ça fait combien de temps qu'il existe? Nous, on a donc construit ici en 2016. Donc, si on parlait d'Aquilée avant les vignes, on a l'arbre généalogique et on a pu remonter que jusqu'à 14 générations. Et du coup, 14 générations. Mais toujours ici ou c'était Chervillers d'Ambac. Ok. Ouais. Parage, donc c'est ultra local, c'est un peu moins exotique que le Nord, mais voilà. Mais ici 2016, ouais. Ok. Justement, comment alors l'historique, ça a toujours été du bio, enfin. Depuis 99, on a converti l'exploitation au bio, et puis en 2003, on a commencé. On a passé toute l'exploitation en biodynamie, qui a été certifiée elle qu'en 2016 en biodynamie, parce qu'avant ça n'existait pas. Ça existait la certification, mais on travaillait comme on vendait nos raisins, il n'y avait pas d'intérêt à la commercialisation. T'étais négoce à la base, c'est ça? On vendait on était coopérateur. Coopérateur, ok. C'est encore un peu différent du statut de négoce. Okay. On n'avait pas de quoi vendre, on vendangeait et on vendait au stade raisin, quoi. Ok. Et donc ça fait plus que 20 ans maintenant qu'on est en bio, et bientôt 20 ans qu'on est en biodynamie. Même les quetchs sont en biodynamie. Exactement, toute la production, c'est important pour nous. Même les cerises. Pour vous expliquer, on a sur la table pendant l'enregistrement, on a un petit vin quetch. C'est quoi? C'est à base de quetch que c'est la même fermentation que le raisin, je suppose. Oui, exactement. Alors c'est récolté un peu plus tôt parce que les quetchs sont mûrs 2 semaines avant les vendanges, donc de raisin. Et elles sont récoltées, elles sont triées, elles sont foulées au pied. On met un peu de musique dans la cuverie, et puis on va écraser les quetchs. Adrien a déjà vécu un peu la scène. Voilà, on écrase les quetchs, et puis on les met dans une cuve de macération où c'est encore complètement entier, avec les noyaux, avec la peau, tout ça. Okay. Ça passe 1 semaine à fermenter. Et puis après, on le presse comme si on pressait des raisins dans le même pressoir, et puis on en sort un jus assez trouble. On va le mettre dans une cuve comme un vin fini, et puis on attend la fin des vendanges pour mettre un tout petit peu de jus de raisin, et on le met en bouteille ou en fût, et il y a une nouvelle fermentation qui se passe du coup dans ce contenant qui est clos, ce qui apporte cette effervescence au produit. Donc ça nous permet d'avoir un produit plutôt léger J'adore ça. Et frais, et avec une légère effervescence. Donc l'effervescence, elle serait comparée à celle d'un cidre à peu près. Ouais, c'est très cidre en fait. Voilà. Ouais, c'est bien, je trouve que c'est relativement frais pour l'été. Ça passe bien sur les petites salades. Mais même en hiver, ça passe bien. Il y a tout ce côté très épice, cannelle, oui, c'est ça, exactement. Qui rappelle un peu une bière de Noël, où on retombe dans le parallèle, mais c'est... Ouais. Du coup, c'est autant frais en terrasse que... c'est assez polyvalent comme produit.
on bosse avec des restos gastro qui terminent un accord de 7 mets associé à des vins et qui terminent Ça, en avec dessert, ça c'est pour, plutôt pas mal. Justement, ouais, chercher de nouveau de la fraîcheur en finale et puis à ce côté. On parlait des pokés. Bah voilà. Ça me permet de saluer Yann. Ça serait, faut lui faire goûter. Ça peut être pas mal ça. Il y a des pistes. Faut que je lui dise. Non, mais c'est vrai que l'idée, moi c'est vrai que nous quand on a créé, enfin quand j'ai eu l'idée du podcast, moi alors l'histoire du raisin et des papilles, c'est pas venu du vin, c'est venu de la bière. C'est que j'ai écouté un podcast qui s'appelle Binous USA et les mecs c'est des frappadingues et ils goûtent plein de bières de partout du monde entier. Ils auront décidé de faire un épisode. Après ils font côté tourisme également. Et je me suis un peu calqué sur la façon de faire. Je trouvais ça super intéressant, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions qu'on a avec les vignerons et moi de mon expérience, alors j'apprends, je dis toujours je suis un padawan dans la bière parce que c'est pas, enfin pour moi c'est plus difficile de sentir les arômes dans la bière que dans le vin. Je trouve que je suis pas sûr, c'est une éducation en fait, c'est juste qu'on l'a pas encore. On n'a pas forcément la même. Ouais, voilà, mais en fait tout est dans cette approche là. Comment est-ce que toi tu vois l'évolution? Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. On sait qu'en Alsace on n'a pas forcément, alors pour les Alsaciens, une très bonne réputation. L'Alsacien a du mal à boire du vin d'Alsace. Tu veux mon avis là-dessus, c'est ouais. Ça je pense que je suis pas tout à fait d'accord. Si je peux ne pas être d'accord. Bah t'as le droit, heureusement. Je pense que effectivement, on a eu des traditions bien ancrées qui ont peut-être coûté aussi cher à la région, mais qu'on a aussi un public très ouvert. On a les deux, comme partout. On a les deux. On a un public qui est aussi sensible, au contraire, à la découverte, à des manières de travailler, des philosophies, et qui au contraire est demandeuse, cette partie-là du public, de goûter des choses, d'être surpris, d'associer ces boissons avec des plats, de redécouvrir la région. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que le consommateur s'y perd un petit peu avec vin bio, vin grande distribution, vin nature, vin... c'est un peu compliqué en plus avec l'ensemble de votre gamme qui est parfois un peu grande. D'ailleurs, c'est un peu la problématique qu'on a eue ces derniers épisodes où ils nous disaient qu'ils aimeraient bien réduire, mais on sait très bien que ça va être assez compliqué de réduire. Alors je la pose tout de suite comme ça on rentre dans le vif du sujet, une dame qui m'a dit lors de l'épisode 0, elle trouvait que l'idée de faire un podcast c'était bien, mais que sur les vins d'Alsace elle comprenait pas trop. D'ailleurs, quand je dis aux gens que je fais un podcast, ils ont le sourire. Quand je dis que c'est sur les vins d'Alsace, c'est un émoticône en fait, ils font la tête. Donc est-ce que pour toi, elle me posait la question simple, est-ce que le vin d'Alsace est un vin ringard? Non, quoi? Je pense pas. Je pense qu'il faut juste l'amener. Il faut juste, avant Julien parlait d'éducation par rapport à la découverte de l'aromatique des bières. Bon, je pense que c'est la même chose avec le vin. Il faut se prendre le temps. Il faut expliquer les choses aux gens, et puis une fois qu'on a réussi à trouver un intérêt auprès de ces personnes, ils vont continuer à demander et aller plus loin. Mais je pense pas que le problème vienne des produits ou vienne des consommateurs. Je pense qu'il vient de la manière de communiquer les choses, et c'est pour ça que on va essayer, en tout cas c'est possible à notre échelle parce que nos productions sont petites, mais de favoriser des circuits courts avec des intermédiaires ou des gens, des ambassadeurs des vins qui connaissent la manière de travailler, qui connaissent les produits et qui arriveront à cibler les besoins des gens avec qui ils vont travailler, et de répondre à chaque fois à une circonstance particulière. On va pas ouvrir les mêmes choses. Moi je peux ouvrir des vins des copains qui travaillent pas du tout comme moi, je peux avoir mais en fonction de la situation, il y a des moments où j'ai envie de boire plus des vins de soif, des moments où j'ai envie de faire attention, et on retrouve le discours qu'on avait tout à l'heure, mais pour ça il faut les entendre, il faut écouter des podcasts qui en parlent, il faut discuter avec des professionnels qui sont capables de les vendre, il faut aller chez le caviste, il faut aller chez le vigneron, et c'est pour moi le meilleur moyen. C'est comme si comme des carottes ou comme n'importe quel produit, on peut y prêter attention ou juste dire que c'est une simple carotte. On se rend compte qu'il y a 50 variétés, on peut aller très loin, et c'est juste, il faut susciter l'intérêt, et ça c'est notre travail, c'est là où nous on intervient aussi, quoi.
Vous faites goûter absolument vos vins tout le temps. Il y a des gens qui sont disponibles. Vous faites du coup, le lieu de dégustation, vous avez la vue quand même qui est sur les cuves. Il y a une démarche très ludique et totalement à l'inverse de la ringardise. Donc je pense que ça aide aussi à mettre le nez dedans. On t'aura bien compris que c'est une question un peu provoque. Hein. Ouais, c'est très bien. J'aime te provoquer. Mais c'est cool. Hein, ça me va très bien. Parce que moi, ça permet de dire des choses. Quoi. Je pense au contraire et encore plus depuis que j'ai fait ma première soirée dans les verres noirs et puis je reste convaincu que c'est le truc qu'il faut faire parce que les gens ont les gens ont peur d'une chose, c'est de passer pour des imbéciles devant des gens qui s'y connaissent et que pendant des années, quand ils ont bu du vin bio ou nature, ils allaient dans certains bars à Strasbourg par exemple, on les prenait des hauts. On leur faisait comprendre qu'ils n'y connaissaient rien. Ah, mais ça, c'était la grosse erreur. Et que je pense que c'est la grande erreur à faire. Et que ce matin, ça m'a fait rire parce que j'ai lu sur un réseau social, suite aux élections et la fameuse vague verte, que ça y est, c'est la porte ouverte pour les vins nature et pour les bières artisanales. Ça m'a fait rire parce que en fait, la porte ouverte, ça fait quoi, 10 ans quand on parle de bière artisanale, toi ça fait 6 mois, mais 1 an et demi. En France, c'est 2008. Le vin nature, moi le premier vin nature que j'ai bu, je crois que c'était Alexandre Bain, c'était 2014, ça fait comme 6 ans. Toi, tu es tombé dans comment J'en ai aucune idée. Je ne sais plus du tout. Alors, je sais que le premier Alsace que j'ai bu, c'était le tout naturellement de chez Florian, et c'est toujours le vin qui c'est mon, c'est ma jeunesse quoi. C'est une belle référence. C'est une très belle référence. C'est le Bungertal qui m'a convaincu aussi que le vin nature, ça y est, là il y avait un truc de différent qui se passait. Et justement, avant je buvais plus de vin d'Alsace. Alors justement, on parlait de podcast tout à l'heure. Il y a le Bon Grain en Ivresse qui est un podcast autour du vin qui aimerait avoir votre avis à tous les deux sur la fermentation. En fait, pour compléter en gros la question, parce que je l'ai vu aussi, c'est sur un groupe WhatsApp, c'est que dans les vignerons principalement en nature ou qui essaient de faire les choses de façon artisanale vont partir sur la fermentation spontanée et c'est un cœur, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors que le brasseur, lui, va plutôt choisir des levures, donc peut-être orienter un peu plus son travail. Donc est-ce que vraiment il y a une différence que vous trouvez nette là-dessus C'est une des différences, je pense, ouais. Après, je connais pas tout ce qui se fait dans le vin aussi, mais y a, nous, on va sélectionner nos souches de levure comme un ingrédient en fait, comme y a pas mal de souches brassicoles qui sont là, disponibles, et nous on va les sélectionner en fonction du style de bière qu'on veut et du résultat attendu. Dans le domaine de la bière, il y a 3 fermentations. La fermentation haute, c'est tout ce qui est ale, les fermentations basses, les pils, lager, et puis ce qui est beaucoup plus minoritaire, c'est les fermentations spontanées. Donc ça se fait aussi, mais c'est très rare parce que on a encore cette approche dans la bière, à tort ou à raison, je sais pas, mais qui est encore très standardisée. Et donc il faut nous on contrôle vraiment la fermentation quoi, la quantité de cellules qu'on inocule, la température de fermentation primaire, la température de garde, la durée, ça on contrôle. On peut après, le brasseur choisit de laisser un peu de lest aux levures et d'attendre le résultat, comme je fais en ce moment un peu sur la cerise. Et mais ouais, nous on a quand même ce côté là de la fermentation qui est comme ça. Après dans le vin, je sais pas si je me demande pour le vin, c'est vrai que c'était une question que je me posais aussi. Pour moi, c'était forcément automatiquement spontané. Mais non, les deux sont possibles. Et d'ailleurs, qu'on soit en bio ou pas, les deux sont possibles parce qu'il y a des levures sèches qui sont sélectionnées et qui sont produites dans des conditions bio. Comme nous, ouais. Et après, on a le choix de ne pas les utiliser Et c'est un choix qu'on a fait ici. Je critique pas ceux qui ont fait le choix inverse, mais je pense que c'est un peu comme c'est un peu la différence, c'est qu'on a fait grandir les vignes pour avoir des raisins et on leur a fixé un cadre pour avoir les meilleures conditions possibles du produit de base. Et on a eu cette chance de pouvoir le faire et du coup c'est un peu comme un bébé ou un enfant qu'on a bien encadré, où on essaye d'avoir fait son éducation et après une fois qu'il arrive en cuve, il va s'émanciper, il va
son caractère va se développer en fonction de ce qu'il a reçu comme éducation jusque-là. Alors pour l'instant, on a eu pas mal de chance parce qu'on a eu des enfants qui sont plutôt bien comportés, mais c'est pas le cas de toutes les cuves. Et des fois, il y en a où il faut les surveiller d'un peu plus près, où il faut leur dire attention, là, tu vas pas forcément dans le bon chemin, mais tu dérailles un peu. Les recadrer un peu. Les bébés. Voilà, mais j'aime bien cette idée de les laisser s'épanouir seuls. Donc ici, on a fait le choix de ne pas utiliser de levure du commerce, mais c'est un choix très personnel et c'est. Oui, c'est vrai que je pense que les fermentations spontanées dans les bières artisanales vont se développer. Je pense ça va être quelque chose qui va se développer parce que justement, on va revenir sur un côté terroir, que ce soit au niveau de l'orge, mais aussi au niveau du houblon. Et on pourrait imaginer aussi avoir ce terroir-là dans les levures, quoi, qui soit apporté avec le houblon. Je pense que ça va être quelque chose là-dedans, ça va courir là-dedans. Mais ça se redéveloppe au fur et à mesure, hein, les brasseurs artisanaux. Mais quel est le regard que vous portez sur vos métiers? Alors, toi, sur la brasserie, l'évolution de la brasserie, et toi, finalement, sur l'évolution du vin? En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur pote qui a fait des cours qui a fait des études sur le vin et qui m'a réouvert la vision que j'avais sur le vin. J'étais pas très vin et surtout quand tu viens du Nord, les vins d'Alsace, c'est un peu c'est pas les meilleurs que tu bois forcément, que tu trouves forcément dans le Nord. Mais surtout quand t'es pas intéressé, c'est ça aussi. C'est si t'es pas intéressé, ben tu vas pas chercher les bons produits. Du coup, lui, Pierrot, là, il bossait chez Demeter à Colmar, et c'est lui qui m'a éduqué mon palais à l'approche sur les vins. Et je pense que la filière, les vignerons sont de plus en plus audacieux, peps, ils en voient plus, ça bouge plus, j'ai l'impression maintenant, quoi. Et j'ai la même impression que toi. Enfin, je sais pas ce que toi tu en penses. J'ai l'impression que vous osez plus. Vous avez, enfin, peut-être pas tous, mais il y a un courant là qui est en train d'arriver. Jusque là, on a eu un héritage qui est en même temps passionnant parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses sur la manière de travailler, mais qui était aussi un poids où on était souvent sur une optique ou une réflexion qui est assez simple, qui dit que ça a toujours marché jusque là, alors pourquoi évoluer, pourquoi changer les choses quand quelle que soit la manière dont on a eu l'habitude de travailler, les coffres se remplissent et les gens partent avec le vin. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Puis on a peut-être des parents qui sont plus ouverts aussi ou qui ont pu voyager. Et les coffres se remplissent moins vite et moins aussi. Et les coffres se remplissent moins vite aussi. Et du coup, le fait qu'on ait un peu plus de marge de manœuvre vis-à-vis de nos parents qui sont peut-être plus ouverts et qu'on ait nous-mêmes voyagé et qu'on arrive dans une problématique où il y a peut-être on rencontre de nouveaux obstacles, on boit moins, donc on essaye de boire mieux, et tant mieux peut-être. Oui, c'est sûr. Qu'on essaie de boire mieux en tout cas, peut-être pas tant mieux qu'on boit moins, mais en tout cas tant mieux qu'on essaie de boire mieux. Et du coup, ça implique des réflexions, et on a cette latitude-là du fait qu'on a, enfin moi en tout cas dans notre cercle d'amis, j'ai plein de copains où les parents sont beaucoup plus ouverts et les laissent plus de marge de manœuvre. Donc c'est aussi ça qui a permis d'augmenter cette diversification des produits. Voilà. C'est pas uniquement ceux qui ont 20, 25, 30 ans. Il y a aussi des personnes beaucoup plus âgées qui commencent à s'intéresser au vin nature et qui maintenant veulent chercher ça aussi. Mon plus grand souhait pour sortir digne de cette crise, c'est qu'en tout cas il y ait plus de communication, parce qu'on se rend compte aujourd'hui entre vignerons que on se comprend pas toujours, et je pense que c'est l'origine de la majorité des maux de la profession, c'est que il n'y a pas assez de discussion, et que nous on en fait partie aussi. On a des partis pris qui sont très précis et presque fermés, et c'est dommage. Et je pense qu'une des solutions, c'est pas forcément de choisir une optique, mais c'est en tout cas déjà de plus communiquer entre tous les acteurs et comprendre ce qui va mal, pourquoi ça va mal, et je pense que c'est seulement quand on aura su chacun mettre des mots sur nos problèmes qu'on
ce sera la première grande étape et après le reste, à mon avis, découlera tout seul. Mais il faut passer par des entretiens, des discussions et je pense que c'est vraiment la solution à tous les problèmes de la vie, dont celui-là. Mais comment est-ce que le vin d'Alsace pourrait se renouveler aujourd'hui ? Ne serait-ce que en termes gustativement, mais aussi en termes comment faire venir les touristes, que proposer de On a nouveau. une énorme chance, c'est notre emplacement géographique qui nous permet potentiellement de faire des vins plus frais et plus digestes que la majorité des régions du monde, parce qu'on est un peu plus haut en latitude et du coup ça nous permet potentiellement, si on en fait le choix d'avoir des vins plus frais, et ça peut répondre à des enjeux climatiques aussi. On a cette marge de manœuvre, on a cette possibilité d'avoir ce type de vin là plus frais, et en même temps on a quand même une palette aromatique très diversifiée du fait de notre encépagement qui est très diversifié. On a des gros travaux en cours, que ce soit chez nous ou chez plein de copains, sur les avantages des macérations, qui peuvent aussi permettre de limiter encore plus, si ce n'était pas déjà le cas, les intrants, qui peuvent permettre de donner aussi un nouvel angle de vue de la manière de percevoir un vin. Donc il y a des perspectives sont très vastes, même en se tenant à avoir juste du raisin dans notre cuve, quoi. Mais justement, moi, il y a un truc qui me plaît au niveau de la bière. Alors, je sais pas si le fait d'avoir de la traçabilité, vous êtes obligé de mettre les ingrédients qu'il y a sur l'étiquette, c'est bien ça ? Oui. Après, la loi est encore assez laxiste là-dessus, mais je pense que la démarche du brasseur artisanal, c'est d'être le plus transparent possible. C'est aussi une des critiques qu'on fait aux industriels. Et eux, ils sont obligés de le faire aussi, oui. Non, ils sont pas obligés de mettre tout ce qu'ils mettent comme additif et comme produit en plus dans leur méthode de fabrication. Donc nous c'est presque naturel de le mettre sur l'étiquette, ce qu'on utilise, parce que on veut être le plus transparent possible. Et toi, il n'y a pas de problème, de toute façon, t'as rien à cacher. De toute façon, on a vu ton... Ouais, non, et puis c'est... Après, on veut rien cacher non plus, quoi. Mais est-ce que ce serait pas ça aussi, je vais pas envie de dire le salut, mais vous les marquez de ceux qui disent qu'ils font du vin nature, mais que pour du marketing, et ceux qui font du vin nature parce qu'ils aiment leur terroir, leur sol, comme dirait Géraud du Cantalou, parce que ce sont des passeurs d'histoire en fait. Ce serait peut-être une possibilité, une piste à explorer, le fait de tracer plus le contenu des bouteilles. Ça, c'est envisageable. Et, encore une fois, d'un point de vue strictement personnel, ça ne me dérangera pas, parce que je suis très tranquille avec ce qu'on a dans nos bouteilles, parce qu'il y a du raisin et peut-être un peu de soufre ou pas du tout. Et puis la liste s'arrête à ça. Donc, et des papilles. Des papilles, ouais, voilà. C'est simple et efficace, mais parce qu'on a cette chance d'avoir développé aussi un public en face qui est réceptif à ça et qui fait attention, mais c'est toujours une histoire de circonstances. Si on parlait tout à l'heure de groupes plus industriels, que ce soit dans le monde de la bière et du vin, ils n'ont pas les mêmes contraintes non plus. Nous, on a cette chance de pouvoir sortir 15 référentes, dont 5 qui sont complètement hors des clous habituellement, parce qu'on a su générer cette clientèle-là, mais pour des très gros groupes, c'est peut-être moins évident, parce qu'ils ont des contraintes d'export, il faut aussi cette régularité, en tout cas, c'est inscrit dans leur... C'est pas la même approche. C'est pas la même approche. Ouais. C'est une piste, mais qui répondrait de nouveau pas à toutes les situations, quoi. L'idée, c'est vraiment trouver des consensus, et c'est de nouveau pareil, c'est de la communication, de la transparence. C'est toujours la même. Sans la communication, on fait pas grand-chose. Adrien ? Vu qu'on parle de communication et de vin d'Alsace, il y a un truc que j'ai remarqué qui est un peu étrange, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais c'est que les Alsaciens vont chercher des bières alsaciennes et sont très contents de consommer alsacien quand il s'agit de bière. Par contre, quand il s'agit de vin, ils vont vouloir chercher une autre région. Est-ce que vous remarquez ça aussi, et pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ça ? Moi, je vise on vise le local, donc nous on est content que ce soit les locaux qui viennent chercher. Après, dans le vin, je sais pas du tout, je savais pas, tu m'apprends. Mais non, nous on cherche justement notre logique, c'est le local. Donc j'espère que c'est les Alsaciens qui boiront ma bière, et puis quelques autres
curieux, mais qui viendront en Alsace chercher la bière. La bière en soi est quelque chose de consommé plus localement ou je pense que, à mon avis, le vin pourrait être aussi consommé localement. Moi, je suis content d'aller au bout de ma rue chercher ma caisse de vin, d'aller au domaine prendre du vin. Enfin, après, c'est une façon de consommer, je pense. En fait, je pense qu'on est d'accord tous les quatre, et j'ai envie de te dire tous les gens qu'on a interviewés, et même les gens qu'on boit. On parle de plus en plus d'éducation. Moi, ça me plaît assez ce mot-là, qui pour moi n'est pas un mot galvaudé, mais revigorer les papilles des gens. Et je pense que ça passe par des verres noirs, ça passe par des jeux, du ludique, Non, mais en tout cas, ça se passe par l'éveil, ça c'est sûr, quoi. C'est ça. Exactement. Et surtout, il faut répéter aux gens qu'il n'y a pas de mauvaise analyse. Déjà, première étape, s'ils arrivent à dire, mais ça c'est aussi valable pour n'importe la bière ou n'importe quelle autre boisson, n'importe quel autre aliment, s'ils commencent par déjà dire ça me plaît pas, c'est déjà important qu'ils arrivent à se placer là-dessus. Et puis à partir de là, ça démarre, quoi. Mais il n'y a pas de mauvaise réflexion, il n'y a pas de mauvaise analyse. On a fait beaucoup de cours de dégustation à l'école où j'étais, et une des règles, c'était que tant que tu arrives à justifier ton point de vue, il n'y a pas de mauvaise idée à la base, quoi. C'est à toi de l'étayer derrière, mais on ne peut pas donner un mauvais commentaire de dégustation. Chacun perçoit les choses de sa propre manière, et il n'y a pas de manière de faire mal, quoi. Il faut juste le laisser la parole ouverte. Mais entre vous deux, il va y avoir des rapprochements. Moi, plus je vous vois côte à côte, plus je me dis, mais les mecs, il faut qu'ils racontent une histoire là. L'idée, ce serait, alors je sais, en Alsace, il y a déjà une brasserie à Strasbourg, et à Rossheim, un vigneron qui le font. Ça pourrait être une idée. Vous y pensez, vous dormez là-dessus, vous dormez pas là-dessus. Souvent, ouais, quand on se voit, on discute mais on a le cerveau qui bouillonne tout le temps, donc et comme on disait tout à l'heure, c'est des idées, on en a donc ouais, il y aura des choses, je pense. Notre relation est encore toute récente, ne bousquons pas les choses. Non, je rigole, mais non, mais il y a plein de pistes à explorer, et on a tous les deux, toutes les deux entreprises en tout cas, la même fin de goûter, de tester des nouvelles choses. Donc je vois que vous avez même les yeux qui pétillent, moi ça me plaît. Il y a la moustache qui frétille, mais ça on verra plus tard. Enlève cette main de la cuisse. Non, mais c'est vrai que voilà, au final, entre le vin d'Alsace et la bière artisanale alsacienne, c'est peut-être une belle histoire d'amour, non? Ouais, on l'espère. Oui, et puis il y en a qui font déjà, qui promeuvent. Moi, je pense à Christian Hartzner là, de Perle, qui fait des perles dans ses vignes, qui propose des bonnes choses aussi. Et puis il y en a d'autres aussi, j'en oublie, mais oui, des ponts, il y en a, que ce soit dans l'approche, dans la fabrication, dans la convivialité, la commercialisation. Oui, c'est. On est tous les deux dans des produits qui sont pas absolument nécessaires à la survie, et du coup ça nous relie déjà dans ce point. Ouais, ça dépend pour qui, c'est vrai, mais ça nous fait déjà un point commun gigantesque, et du coup ça ouvre des perspectives illimitées. Bon, moi je dis place à la dégustation. Alors, donc c'est une première bière. Moi, j'ai vu le nom que c'était. Donc ça, c'est notre éphémère numéro 2, une Pils. C'est une bière fermentation basse. C'est notre bière qu'on a brassée pour l'été. D'accord. Donc elle sera un peu plus légère que les autres. C'est pour ça qu'on la goûte en premier. Donc tu fais aussi des bières éphémères, bières de saison? C'est ça, ouais. Vraiment éphémères. En fait, on propose une gamme permanente de 5 bières. Bon, on en a sorti 4 pour le moment. Ok. Et ensuite, tous les 2-3 mois, on fait des brassins éphémères en fonction des saisons, ou en fonction de ce qu'on a comme fruits, comme on a comme. C'est vraiment pour assouvir toutes les idées farfelues du ou des brasseurs, quoi. Donc.
Fermentation basse, du coup, c'est une, Ouais, c'est une levure, c'est une levure de à fermentation basse, une levure de Pils Mhm. qui fermente entre 8 et 12 degrés. Nous, on la fait D'accord. fermenter un peu plus haut, on va faire fermenter à 12 degrés. Nous. Mhm. Et c'est des levures qui sont assez peu présentes dans la bière dans la bière finie. Elles laissent vraiment la place aux céréales et au houblon. Mhm. Donc ça permet d'apporter une certaine légèreté à la bière. Ouais. Voilà. Bon, bah, on goûte ça. Un verre à monsieur. Bon, bah, comme on dit par chez nous, est-ce que Let's Drinkemer? Non, c'est pas ça. Jetzt trinken wir. Ah, on sent les arômes. Voilà, là, je suis dans les pays germanophones. Là. Ah oui, parce que forcément en Alsace, la pils c'est relativement bien apprécié. C'est pas une bière que j'apprécie beaucoup de base, la Pils, mais là le nez me plaît beaucoup. Avec Benjamin, on travaille vraiment nos bières avant tout sur un équilibre, un ensemble et qui nous plaise vraiment à la fin. Quoi. Bah justement, je trouve qu'au niveau du nez, elle est très expressive. Je sais pas ce que t'en penses. Tu connaissais déjà la pils? Ouais, j'ai eu la chance de goûter déjà à toutes les bières de Julien, donc même celle-là. C'est la chance d'être à côté. Ouais. Je la connaissais, mais je me régale à chaque fois autant. Là, pour la recette de la pile, c'est vraiment c'est Benjamin qui a créé cette recette, qui a plus de recul que moi sur les bières à fermentation basse et les piles, quoi. Donc c'est vraiment sa patte à Benjamin là, c'est cette éphémère numéro 2. Ok. La gamme permanente, on l'a travaillé vraiment ensemble. Mais c'est vrai que, alors moi, j'ai toujours eu l'habitude de boire des pils vraiment plus allemandes. On en parlait, Warsteiner, ce genre de choses. Bon, moi j'étais très élevé à l'allemande. Je viens de l'Outre-Forêt, donc forcément on a un grand ancrage allemand. De toute façon, ma mère m'a toujours dit si j'avais le choix entre être française et allemande, je serais allemande, quoi. Donc bon, ça vous marque un territoire, voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu ça. Mais je trouve qu'elles étaient beaucoup plus amères, une Warstein, Ouais. et beaucoup plus sur l'amertume. Il y a beaucoup de personnes quand ils goûtent notre pils nous disent mais c'est une pils, pourtant elle n'est pas amère. Bon, c'est pas, ça a rien à voir. L'amertume vient du houblon, donc mais c'est vrai qu'on a l'habitude de boire des bières plus amères, des pils plus amères. T'en penses quoi? Nous on travaille nos bières. C'est vrai qu'on est sur toute notre gamme, on n'est pas très amer, quoi. On est assez équilibré, mais il y a d'autres brasseurs qui font des bières amères. Au top et super bien. Nous c'est pas on aime bien les bières amères, mais on en sortira peut-être plus en éphémère mais c'est pas là-dessus qu'on vise, quoi. Non, mais moi je trouve ça très très sympa. C'est très bien, c'est vrai que dans les Pils en général il y a l'amertume qui prend le dessus parce que vu qu'il n'y a rien d'autre pour contrebalancer l'amertume, c'est ça qui prend le dessus. Et là t'as vraiment beaucoup plus le côté céréal et pas cette amertume qui vient. Buveur de vin de bière allemande ou pas du tout? J'apprends encore tout le temps. J'ai découvert en fait les bières allemandes quand je suis arrivé en Alsace, finalement. J'ai eu ma période d'adaptation qui était assez difficile. Des bières du Nord qui tapent à 8-10 degrés et puis des bières alsaciennes et allemandes. Et finalement, avec le recul, je me régale presque tout autant, voire plus sur certaines pils et lager allemandes que sur les bières belges, parce que c'est tout en finesse, tout en légèreté, en subtilité que tu retrouves moins dans le... Mais c'est le style qui veut, que tu retrouves moins dans les triples. Est-ce qu'on peut parler de terroir dans les bières? Oui, on parle du terroir. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, tu trouves des pils en Bavière, en République tchèque, et puis tu trouves des stouts plus dans les pays nordiques. Tu as vraiment un terroir... Et toi, tu es assez d'accord sur le terroir de là en bière ou... Ouais. Ouais, j'y connais vachement moins que Julien ou beaucoup de monde d'ailleurs, mais j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Comme j'ai toujours aimé la bière, j'ai toujours pu la goûter dans les différents endroits où j'ai voyagé. Et puis même sur une bière qui porte grosso modo la même étiquette que sa copine qui vient d'un autre pays, on trouve vraiment des produits qui sont absolument différents et des styles aussi. Je pense qu'il y a beaucoup la matière première qui joue, mais il y a aussi énormément, il y a
par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a tout un esprit autour de la bière qui est très, très particulier et tellement spécifique que British, ça va se sentir très, dans très leur, british quand même, non? Pardon? Très british. Ouais, c'est complètement. Ouais. Et du coup, je pense que non seulement ils ont une matière première qui va différencier le produit final, mais aussi une interprétation de cette matière première ou une manière de la travailler qui va les rendre, qui va aussi contribuer au terroir, parce qu'un terroir c'est pas que le produit de base, c'est aussi les gens qui le travaillent. Donc La patte de l'homme. exactement. Ouais. Et En fait, là, tu vas voir ta réponse à cette question sur notre IPA. Parce que on y va l'IPA alors. Qui est un style, il y a la blonde d'abord à goûter, mais l'IPA qui est un style inventé par les Anglais, qui a été remis au goût du jour par les Américains avec leur houblon très aromatique. Nous, on a fait une IPA avec que du houblon alsacien. Alors je précise que c'est Adrien qui avait choisi la pile, c'était un bon choix. Tu commences à progresser en bière. En fait, c'était la seule que je ne connaissais pas de sa gamme. C'est pour ça que je voulais la choisir. Il l'a fait à des fins, mais c'est très bien. Mais c'est le but. bon choix. De toute façon, le but c'est que toi tu puisses faire développer ta cave, parce que c'est ce qu'on disait là, avec mon pote de la Bobo. Là, on disait que quand même, le mec il a fait une cave à vin dans un petit village. Faut quand même. Il fallait oser. Faut les avoir bien accrochés quand même. Rendu dans une rue où tu as du mal à passer à deux En plus. voitures. C'était audacieux, mais Et j'ai trouvé ça payera l'audace. J'ai trouvé ça plutôt bien, et que je pense que moi en fait ça me fait assez plaisir de voir qu'on arrive à faire des ponts, parce que moi c'est vrai que j'aime de plus en plus la bière. Alors moi je bois tout, ça c'est quand même bien travaillé. Même Un si- brasseur tous les 3 mois. C'est compliqué. Bon. Il y a des ouais Cantillon. là ça a quand même bien évolué depuis alors en France c'est 10 ans, mais dans le monde c'est presque 20 ans maintenant. On a 10 ans de retraite. Et ouais, donc ouais. tu as des brasseries artisanales qui ont remis ça en avant, qui sont plus artisanales maintenant. Et puis t'en as des nouvelles tous les ans qui sortent du lot et qui dans tout le monde, quoi, en Nouvelle-Zélande. C'est ça qui est génial aussi, quoi. Et puis du coup ça t'apporte ce côté terroir, comme on discutait tout à l'heure, parce que t'as des styles, une approche de la bière qui est différente et une consommation de la bière qui est différente. Donc ça t'apporte des styles de bière différents. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.